Aller sur la route, c'est pas forcément... Motoprom ou quoi? Voilà, motoprom ou quoi. Pas bon pour la santé déjà. C'est vrai que se casser la gueule sur le bitume, c'est pas ouf. C'est mieux sur un ring hein, quand même. Hein. Je sais pas si c'est mieux, mais... Hop là. Waouh, magnifique. C'est bro. Waouh. Yes. Oh ouais, super. Il a déjà été entamé. Ah. On va rentrer chez lui dans la rivière. Voilà. La boxe t'a sauvé de quoi dans la vie? Ah mais elle m'a sauvé de la mort la boxe. Hein. C'est un beau sport qui a beaucoup de sens dans ma vie. Parce que ben, comme je disais, les tentatives de suicide, le passage à la drogue. Chaque boxeur sait que quand on pratique un sport de combat comme ça, nos mains c'est plus des mains, c'est des armes blanches. Faut pas que je les utilise, il faut que j'évite au maximum de les utiliser. Ça te crée un certain respect envers les gens. Tu te dis non, ben, même si le gars il me cherche la merde, même s'il m'insulte, même si quoi que ce soit, je sais que moi je suis capable de pire. Cool. Yes. Ça va? Ça va frère. Bon, là on est en présence du boxeur pro, monsieur Keanu Tyson. Même si je travaille pas encore, voilà, le terrain il est déjà prévu, la maison elle a déjà été financée par ma maman. Du coup voilà, on est bien quoi. On est bien, on est bien. Petit sac de boxe. Voilà. Lui on va l'utiliser pour faire des plans. Ouais. Donc ici c'est chez nous, on est à Urfero. C'est ici que j'ai grandi, sur ce grand terrain, voilà. Ok, alors pour tous ceux qui veulent venir voler, non, Ça c'est où? lui il vous attend. Ouais. Lui aussi il vous attend hein. Famille là du côté de ma maman. Ok. Là-bas c'est la sœur, là-bas c'est la cousine. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Ici avant c'était tout clôturé parce que j'avais un grand-père en fait qui était Militaire. pas militaire mais pied noir. Du coup c'était fermé ici parce que bah il avait des chiens, il avait des bergers allemands et ici c'était un élevage de plusieurs animaux avant. Il y avait des chèvres, des cochons, il y avait tout ce que tu veux ici avant. Ouais. Du coup, en fait depuis qu'on est arrivé, il est décédé en 2003. Depuis que mon papa il est arrivé, il a commencé à enlever un peu la clôture parce que ici à Tahiti c'est pas trop fermé. Ouais. On est plutôt dans la vibe du partage, de la famille, tout ça. Pas du vol de téléphone. C'est clair. True story qui t'est arrivé. D'ailleurs, tu as retrouvé ton Vini. Putain. Non, 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 non. Ouais, bref. Ouais. Je suis né, j'habite ici. C'était vraiment fermé, quoi. Il y avait des clôtures partout. Et on m'a dit que l'endroit, il est devenu un peu plus grand, quoi. Hein, quand on a enlevé toutes ces barrières-là. Et voilà, c'est plutôt le côté familial, le partage, tout ça. Il n'y a pas de barrière entre nous, gros. N'empêche, on n'a jamais encore été victime de vol. S'il y a du vol, je pense que c'est le petit cousin. Hein, petit cousin. Le petit cousin de 45 ans. Petit cousin chinois. Tu vois pas de qui tu parles? Tu sais pas tes papays? Oya, oya. Ah, là-bas. Let's go. Ah, bah, vas-y, raconte-nous ton histoire de boxeur et tout. En fait, j'ai commencé la boxe à l'âge de 10 ans, officieusement, on va dire, parce que, comme tout le monde, ça a commencé dans le quartier d'abord. Ça a commencé avec les tricots en forme de gants. Après, la passion, elle est venue. Il y a plein de choses qui sont venues après, tout pour les valeurs. Hein. Ouais. Déjà, la boxe, ça m'a permis de m'exprimer. Moi, en fait, je sais pas parler. Je savais pas communiquer, donc j'ai décidé de trouver, en fait, ma manière de communiquer qui était plutôt m'exprimer. Les points. Physiquement, voilà. J'ai vécu du harcèlement, connu tout ça, le raquettage, on me rossait à l'école, toutes les dingueries que la plupart ils ont vécu. Ben, parfois, ça a été des moments un peu plus pires pour moi parce que ben, ça a failli dériver aussi. Ça a failli faire beaucoup de choses. Bah en classe, parce que je voulais pas donner mon stylo, j'ai ramassé un high kick par derrière la tête. Ah ouais, mais ça c'est les pires sales coups, en plus c'est dangereux et tout. Parce que je voulais pas donner mon stylo et en fait tout ça, ça m'a créé en fait cette envie de déjà me dépasser moi-même, pas forcément de rosser ces gens-là. Ils méritent tous de se faire rosser un petit coup. C'est clair, après j'ai ressenti quand même beaucoup de culpabilité, je sais pas si on peut dire ça de la culpabilité, mais le fait d'être impuissant et de ne pas avoir pu réagir à ce moment-là. Et je me suis dit que ben, je peux faire qu'une seule chose, c'est de me prouver à moi-même que je suis capable d'évoluer seul sans forcément avoir affaire à ces personnes-là et sans pouvoir amener la colère sur eux. Parce que ben après au niveau du karma c'est pas bon quoi. C'est que si tu tabasses karma 1, karma 2. En vrai la boxe anglaise, en anglais on appelle ça le noble art. Le noble art. Ouais. C'est vrai que c'est un art noble, pourquoi? Parce que ben quand tu dépasses en fait cette vision du combat, c'est un savoir-vivre, c'est un lifestyle en fait. Être respectueux, être humble. De toute façon quand t'es boxeur, t'es obligé de faire preuve d'humilité parce que tu peux pas taper tout le monde à la gueule quand tu les aimes pas. Il y aurait beaucoup de gens à casser la gueule là. C'est dommage. Hein. T'as quand même des valeurs que t'aimerais acquérir en tant que sportif déjà parce que la boxe pardon c'est comme le football, c'est un sport. Comme le volleyball, c'est vrai que ce sport là il est un peu différent mais... Tu tapes pas dans le ballon, tu tapes dans la gueule quoi. Le ballon c'est ta gueule quoi. C'est pour ça qu'après avoir vécu toutes ces expériences là, j'avais deux choix qui se sont présentés à moi. Le premier c'était soit j'évolue, le deuxième c'était soit je crève quoi parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, il y a eu plusieurs dérivés, il y a eu des traumatismes qui sont arrivés derrière. J'ai été pendant
longtemps quand même consommateur de drogue, tout ça. J'arrivais pas en fait à verbaliser toutes ces souffrances-là, malgré le fait que je faisais de la boxe. Mais pour moi, le fait de faire de la boxe, c'est pas juste aller faire du sport, c'est me mettre dans mon nuage à moi, me mettre dans mon monde à moi. Et ce que j'aimais faire à l'époque, c'était garder la négativité à l'intérieur de moi et la relâcher à l'entraînement, parce qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider à t'exprimer dans ton art, et il y a des gens qui sont là justement pour te permettre d'évoluer en même temps. Quoi de mieux? Je me suis dit que aller sur la route, c'est pas forcément Motoprom ou quoi? voilà, motoprom ou quoi. Pas bon pour la santé déjà. C'est vrai que se casser la gueule sur le bitume, c'est pas ouf. C'est mieux sur un ring, hein, quand même. Hein. Je sais pas si c'est mieux, mais. À un moment donné, quand tu fais de la boxe, t'es fier parce que les efforts sont récompensés. C'est vrai que c'est toujours satisfaisant de gagner des médailles d'or, tout ça. Que gagner un sale palmarès sur la route, après ta médaille d'or, c'est chez les flics, quoi. À un moment donné, quand on fait de la boxe, on comprend qu'on n'est pas forcément le plus fort partout. Ce sport-là, il te ramène à ta place comme il faut et quand il le faut. Gauche chez papa. La gauche chez papa, hein. Ah putain, c'est pas haut, quoi. Ah, ça va. Hop là. Waouh, magnifique. C'est beau. Waouh. Yes. Oh ouais, super. Il a déjà été entamé. Ah. A été mangé par les collègues. Il a été mangé. Ah putain. Ah ouais. Ah ouais. Bon bah il y en a un là, celui-là il est bon. Ah merci, c'est cool. Bon bah ça, il va aller, il va rentrer chez lui dans la rivière. Voilà. J'espère d'avoir eu mon caleçon dans la vidéo quand même. On a vu la fesse. Pas le caleçon. C'est super, en plus il y a beaucoup de vent. Ça risque d'être agréable comme interview. Yeah, bro. Posez là. Yes. Ce qui nous apporte au final, c'est pas vraiment la boxe, c'est les sujets qu'elle remplace, tu vois. Ok. La violence, l'errance, l'isolement, les addictions, le sentiment de rien valoir et tout, tu vois. Non mais pousse-toi, c'est pas toi que je parle, c'est la caméra. Non mais lui, il aime bien me coller lui. C'est mon fils. Il est noir comme son père. Quand t'étais petit, tu avais peur de quoi, tu dirais? Des gens. Ah, Des- j'avais peur de tout le monde, j'étais un peu heureux avant. Si je devais te raconter toutes les peurs que j'avais, on serait là demain matin quoi. Faut savoir que moi j'étais un enfant qui était en surpoids quand j'étais petit. Du coup en fait j'avais peur de cette... comment on dit ça en bon français? C'est... Confrontation, Enfin quand tout le monde est... Ouais, les confrontations et quand il y a du monde en fait. humiliation. Ouais, c'est même la présence du monde, hein. Même s'il n'y a pas d'humiliation, j'avais peur de ça parce que je m'acceptais pas comme j'étais. Je me faisais pas confiance et je m'aimais pas moi tout simplement. Ouais. Du coup, en fait, je passais constamment mon temps à me comparer aux gens, en fait. Et c'est ça qui me faisait le plus peur. Et la peur d'être jugé parce que moi-même, déjà, je me jugeais déjà. Je mettais les gens dans ma pensée à moi et ça me faisait peur, quoi. Après, les bagarres, ça me faisait peur. Taper, ça me faisait peur. Enfin, tout qui me faisait peur, quoi. C'est vraiment un vrai peureux. Et maintenant, c'est les autres qui ont peur de toi. Ya. Je sais pas, hein. Je sais pas, c'est pas le but pourtant. Hein. Là maintenant, tu passes dans la rue, les gens ils ont peur là. Est-ce que tu te sentais compris quand tu étais chez toi? Compris, non, mais et pourtant je l'étais. Hein. C'est juste moi, à mon âge en fait, avec ce manque de maturité que j'avais, je me sentais pas compris parce que j'étais tout le temps dans ma coquille quoi et j'arrivais pas à communiquer. Je savais que si je devais communiquer, j'aurais été compris, mais pas dans la manière que je voulais à cette époque-là. Parce qu'à 8 ans, quand on te ramène à ta place, mais t'essayes de parler, tu te sens pas forcément compris à cet âge-là, mais quand tu prends maturité, tu comprends mieux les choses aussi, tu te dis qu'au final, les gens qui t'en parlent, ils ont toujours voulu te protéger. Par exemple, mon papa, il me disait, putain, pourquoi tu m'en as pas parlé? Je dis pas, j'ai pas envie que t'ailles rosser les autres, les pauvres. J'avais pas envie que tu les cognes, moi, les petits, là. C'est pour ça que je t'ai pas dit, mais bon, voilà. Il s'en veut aussi parce que, il a pas forcément vu toutes ces phases de dépression. J'ai toujours été un poker face. Je fais comme si tout va bien, alors qu'au fondement, rien n'allait. La preuve, mon corps, il a manifesté. La grosse prise de poids que j'ai eu, jusqu'à même aller à 155 kilos. Ah ouais. 155 kilos, c'est énorme. Quand tu te tournes sur le côté, quand tu dors, t'arrives pas à dormir en fait parce que tu t'étouffes. J'ai failli m'étouffer. Il y a eu vraiment des dingueries quoi. Genre, je mangeais trop le soir, je passais mon temps à tousser parce que justement là, ça respirait pas, tu vois, j'étais tellement gras. Ça me fait rire et... Ouais, non, c'est horrible. En vrai, sur le coup, tu te dis putain, je vais mourir jeune, je vais m'étouffer en fait. Le corps il s'exprime. Le corps il manifeste que ça va pas quoi. T'avais pas envie de mourir en tant que Michelin quoi. Le con. Coupé. On est au moment le plus poignant. Les mecs ils sont Michelin. T'as fait un fuck quoi. Ah putain horrible. Bref, est-ce que tu te souviens de ton premier entraînement? Comment tu t'es senti? Officiellement alors ou officieusement? Ouais. Bon officieusement j'ai commencé avec des copains. Bon après c'était un entraînement à notre manière à nous. C'était voilà on se tape la gueule pendant jusqu'à qu'on est fatigué. Voilà on faisait notre entraînement comme ça quoi. Mais officiellement je me rappellerai toujours parce que j'ai découvert en fait ce que c'était de réel
réellement mettre les gants, pas juste taper pour faire mal à l'autre, parce que nous, à l'époque, c'était le premier qui pleure, il l'a perdu. Là, tu te rends compte qu'en fait, ça dépasse cette chose-là. L'entraînement en discipline, il était très compliqué pour moi au début. Et là, la première fois où je suis arrivé, c'est inoubliable. La première fois où j'ai commencé à taper le sac, en fait, le sac, il est tombé. À la Captain America, là. Et le pire, il me dit change de sac. Je vais sur l'autre sac aussi il tombe. T'es en mode, putain, je suis trop fort. Ah oui. Et en fait, tu chopes la veille qu'il y avait des cafards qui ont bouffé Ouais. les cordes. C'est clair. Et après, il me disait, ok, on a fini l'entraînement, vas-y, maintenant tu vas me rattacher les sacs. Je me rappellerai toujours de ces premiers entraînements parce que mon premier entraînement et mon premier combat, il y a eu seulement 2 semaines d'écart. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2 semaines d'entraînement, on m'a envoyé à Bora, dans la commune d'Anon. Et en fait, on m'avait mis un gars qui, pour moi, il était impressionnant quand même, hein, il était balèze à côté de moi, quoi. Du coup, je me suis dit, waouh, ok, je stresse pas, tout va aller mieux. Putain, le soir, quand je tapais le mec, j'avais l'impression qu'il sentait rien, tu vois. Ouais. Je suis parti dans le coin, je disais à mon coach, je crois que je vais forter le combat, là. Je crois que je vais KO parce que là, j'en peux plus. Je tape dans le vide, le gars, il sent rien. Et après, comme par hasard, comme on dit ici, le Saka, c'est venu comme ça à l'improviste, mais en fait, le gars, il est tombé au 2e round. Ah ouais. Et quand il est tombé, il est vraiment tombé, quoi. Je sais pas, c'était un KO, hein. Ouais. Il est tombé, il était allongé, il arrivait pas à se lever. Quand il se levait, il était un peu dans tous les sens. Du coup, ça m'a donné la fierté d'avoir travaillé cette boxe-là. Je me suis dit que voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais y aller à fond. Je me suis trouvé un passe-temps. Ça m'a fait tellement plaisir d'avoir, bon, ça fait un petit peu orgueilleux quand même de dire ça. Ça m'a fait plaisir de mettre l'autre KO, mais c'est parce que c'était ma première expérience. J'avais jamais vécu ça. Là, tu t'es dit, oh putain, je suis trop fort. Ouais. Ce coup-là, le gars, il a juste pas mangé la veille. Non, non, t'inquiète pas, c'est pas les cafards qui l'ont bouffé, lui. Petite anecdote, quand on était à Bora, on est arrivé, tout ça, on a mangé, on a bien mangé. On va faire une sieste, on était avec Jess Perete, un champion de boxe aussi, qui est un cousin à moi. Et là, à 16h, il y a un collègue qui vient me réveiller, j'étais en train de faire ma sieste, j'ai dormi de 13h à 18h quand même. Hein. Il me réveille à 16h, il me dit, bro, viens regarder par la fenêtre. Ah ben, j'ai fait quoi? Il me dit, regarde par la fenêtre. Je regardais, en fait, je voyais mon adversaire en train de jouer au football. Putain, le mec, il est carrément rassuré, quoi. J'ai dit, putain, là, s'il joue au football, soit il va se fatiguer ce soir, soit il est sûr de me battre, quoi. Mais je suis sûr de me faire déglinguer. Et après, finalement, la soirée s'est très bien passée. On était partis aussi avec Manatou Noir, avec Tamaru Fatouma, qui sont des champions de Polynésie aussi. C'était un beau souvenir, ça, pour un premier combat. C'est quoi ton palmarès actuellement, là? Laisse-moi le temps de compter. Voilà. Ça veut pas dire qu'il y en a trop, ça veut dire que je me rappelle juste pas. 14 victoires, une défaite par point. Par rapport au cas où on est à 1. Bon, tu couperas cette partie, je suis en train de compter. 2, 3, 4, 7 KO. Ah ouais. Enfin, 7 arrêts, pardon. Un forfait de l'adversaire. Et le reste, ça a été du point, quoi. Ok. Et bon, là, c'est une question qui n'a rien à voir. Hein. Est-ce que tu t'es déjà senti inutile dans ta vie? Ah bah à plusieurs reprises, hein. Des fois ça m'arrive, hein. T'es là en mode réflexion et là tu te dis putain à quoi je sais dans cette putain de vie, quoi. T'as déjà pensé à abandonner? Oui, à plusieurs reprises, oui. La vie elle fait des hauts et des bas. Les hauts ils sont toujours plus faciles à gérer que les bas. Mais quand t'as des bas, faut faire en sorte de rester constant. Dans ce cas-là, on parle plus de motivation, on parle de discipline. La flemme, je vais pas mentir, des fois il y a la flemme qui te prend, t'as pas envie de faire les choses. Ou sinon t'es lassé en fait de ramasser des coups, t'es lassé d'aller t'entraîner. Ou quelle que soit la raison, tu vois. Tu te dis putain j'ai mieux à côté à faire, tu vois. Le sportif qui n'a jamais envie d'abandonner, c'est que y a un problème, quoi. La boxe t'a sauvé de quoi dans la vie? Ah mais elle m'a sauvé de la mort, la boxe, hein. C'est un beau sport qui a beaucoup de sens dans ma vie. Parce que comme je disais, les tentatives de suicide, le passage à la drogue, toutes ces dingueries là en fait ça a pu me sortir de là. Ça a pu me construire en fait des épaules plus larges, force de caractère, de dire ce que je pense, de prendre confiance en moi. Donc si j'avais pas fait la rencontre de ce sport, de ce beau sport, je pense qu'aujourd'hui je serais mort, hein. Quand t'as des blessures, mais que t'es pas capable de les verbaliser, tu dois trouver un moyen justement de communiquer ta douleur en faisant des choses bien. Et moi la boxe elle m'a fait grandir, elle m'a fait prendre en maturité. Pas seulement dans le côté sportif, mais elle m'a aussi appris à vivre en société. C'est pas juste un sport où on se tape dessus et voilà, après on s'envoie chier, quoi. Ou sinon pendant les plaisirs on se fout des claques, on s'envoie chier, après on voit ça au combat. Ça m'a sauvé la vie. Vraiment, ça m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qui te fait mal encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui? On va dire que je continue encore à porter le regret sur moi, le regret de n'avoir pas agi comme il fallait le faire dans certaines situations. Cette image de moi où des fois, quand je médite, je me vois beaucoup dans mon passé parce que j'ai été un enfant vraiment blessé, vraiment blessé. Aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des downs parce que je repense à mon passé. Tu vois, c'est comme des démons. Des fois, t'arrives à les chasser du premier coup, mais t'en as des fois, faut leur foutre plein de tates dans la gueule pour qu'ils reviennent pas, tu vois, parce que c'est vraiment, des fois, ça fait tomber le mental, quoi. Mais bon, tant qu'on peut boxer, tant qu'on peut tenir debout, la vie elle va bien, elle continue, elle roule. Est-ce que ça t'arrive de pleurer parfois? Ah oui,
Oui, beaucoup. Ici en Polynésie, il y a plusieurs comportements qui sont tabous chez les hommes. Par exemple, le fait de dire je t'aime, le fait de s'exprimer, de montrer sa compassion, de dire qu'on est faible, d'avouer en pleurant ou en verbalisant. Les gens ils te voient, bah t'es pas un homme. Faut pas oublier avant tout qu'on est des êtres d'émotion. On est dans des costumes, hein. Là, les corps c'est des costumes, mais nos âmes, elles sentent, elles voient les choses. Dire que certains comportements ça va pas pour les hommes, bah, c'est pas trop logique, c'est paradoxe j'aimerais dire, parce que bah tu vas à l'encontre de ce que ton homme veut. Par exemple aujourd'hui, tellement c'est devenu tabou. Si je dis je t'aime énormément pour ce que tu es, ça y est, t'es gay quoi. Tu vois? Tu dis à une fille, waouh, qu'est-ce que t'es belle. Pas forcément dans le côté physique, mais plutôt ce côté, les valeurs qu'elle a, les valeurs qu'elle dégage. Même sa beauté peut-être corporelle, quand tu dis waouh, t'es belle, qu'est-ce que j'aime. Je t'aime tant, tu vois, mais pas forcément dans le je t'aime, dans j'ai envie de te sauter, le je t'aime, ou ça peut être un je t'aime amical, tu vois. C'est merci d'être dans ma vie, je t'aime. Ça, verbaliser ici, c'est devenu pratiquement rare et pratiquement il y en a plus quoi. Verbaliser, ça fait de toi quelqu'un de mal quoi. Surtout un mec, quand il dit je t'aime à un collègue, qui dit je t'aime à une femme. Aujourd'hui, tu dis je t'aime à une femme, putain, elle dit mais putain, le mec il veut de moi. Ben non. Non madame. Je suis désolé, c'est juste Non, du madame, respect. je suis en rétention. Oh. Je dois être champion du monde. Voilà, je peux pas lâcher quoi. Je peux pas lâcher, désolé. Je suis un chasseur moi. Je suis pas un chassé. Qui es-tu devenu grâce à la boxe? Un bonhomme. Un bonhomme. Je suis devenu quelqu'un de très bien. Pour moi, hein, je sais pas les autres, mais j'ai appris ce que c'était réellement le respect en lui-même. Ouais. Chaque boxeur sait que quand on pratique un sport de combat comme ça, nos mains c'est plus des mains, c'est des armes blanches. C'est pas sur question d'orgueil que je dis ça. Du coup, faut pas que je les utilise et il faut que j'évite au maximum de les utiliser. Ça te crée un certain respect envers les gens. Tu te dis non, ben même si le gars il me cherche la merde, même s'il m'insulte, même si quoi que ce soit, je sais que moi je suis capable de pire. Et au final, tu prends confiance en toi, donc je suis devenu quelqu'un de très confiant envers moi-même. L'amour et le respect. Pour certains, ça va être paradoxe de dire, le gars il va se dire, ah putain, mais lui il nous parle d'amour alors que tu tapes la gueule de l'autre. Je sais pas où est l'amour quoi. T'as des gens qui sont là pour boxer parce qu'ils ont une histoire derrière. Les histoires de grands boxeurs, hein, c'est pas des boxeurs qui avaient le plaisir de boxer, c'est des gens qui portent des douleurs avec eux, qui ont décidé qui ont fait de ça leur médicament justement, leur thérapie. Je prends des valeurs avec moi, je prends des causes telles que l'anti-harcèlement déjà et l'anti-délinquance. Moi je suis vraiment contre ça. Pour que les gens t'écoutent, te laissent parler, t'es obligé d'avoir une certaine notoriété quelque part. Tu sors de nulle part, tu fais une publication, tu dis voilà moi je suis contre le harcèlement, le gars va dire mais c'est qui ce trou du cul qui sort d'où là? Donc on va pas l'écouter, il y aura pas d'effet en fait. T'es obligé d'utiliser cette image là que t'as déjà, cette notoriété que tu as dans le sport pour te faire entendre. Aujourd'hui, voilà pourquoi je boxe réellement. C'est pour me faire entendre. Moi, je suis là vraiment pour aider tout le monde, le maximum de personnes que je peux aider. Voilà, Kanoupani coach, hein, veuillez prendre son contact. Tu dirais quoi au Kanoupani d'avant? Ah ben, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec lui, mais aujourd'hui, il est temps de se réveiller là. Il est temps de dégonfler le Michelin. Ah, ouais. Oui, parce que là, il commence à revenir le Michelin là. Ce petit garçon qui est à l'intérieur de moi, ça représente mon ego. Tu l'utilises que pour te rendre plus fort en fait, c'est ça le truc. Le remercier pour ses expériences passées et surtout lui dire que je l'aime, je le prends par la main pour le rassurer. Il y a des mots par exemple, je vais entendre un papa dire je t'aime à son fils à côté de moi. Je vais pas être frustré mais je vais être triste. Pourquoi? Parce que cet enfant intérieur là, il a pas eu ça justement, il aurait aimé, il a envie. J'essaie de l'apporter moi-même. Ces moments-là, cet enfant qui est à l'intérieur de moi. C'est bizarre, mais je lui parle. Des fois, je ferme les yeux, je pense à mon passé, de rentrer dans l'acceptation en fait de ce qui s'est passé. J'ai vécu ça. Voilà la leçon que je tire de ça. Je me dis pas, putain, j'ai vécu ça, ça a été la merde, ça va continuer, je vais vivre ça, je vais avoir peur. Non. Merci. S'il n'y avait pas eu ce moment-là, j'aurais sûrement fait cette connerie dans le futur et ça m'aurait porté préjudice. Du coup, je suis fier. Tu rentres tellement dans l'acceptation, tu te dis, putain, mec, je suis fier d'avoir fait des conneries, quoi.